Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Channel Random. Alain Mattei, toujours là pour vous présenter cette émission, et à mes côtés, comme toutes les semaines, il y a Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Raphaël, on va voyager dans cet épisode. Pourquoi on voyage, où aller, nos destinations coup de cœur, nos destinations de rêve. On a couvert la France dans l'épisode 8, donc là on voyage uniquement à l'étranger. Raphaël, on va aller loin normalement. On ne s'est pas spoilé, je ne sais pas où tu es allé en fait dans ta vie, donc je ne sais pas de quoi tu vas parler. Mais il y a des voyages originaux, on est d'accord. Enfin, Normalement, il y en a un au moins assez original, ouais. Alors celui-là, je crois voir de ce dont tu parles, parce que je crois l'avoir vu passer sur ton Instagram une fois. Comme tu es un grand Instagrammeur voyage. Ça, ouais, voilà. Bon, on est prêt à voyager ? Ouais. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec un jingle aux petits oignons. Voyage, voyage. Musique des années 80 et synthétiseur. Voyage, c'est donc évidemment simple et efficace, mais ça résume totalement notre thème. Raphaël, nous allons donc parler voyage à l'étranger. Peut-être pas pour les vacances de cette année, hein, c'est pas tout à fait l'ambiance, mais on avait quand même envie de partir sur une note un petit peu voyage pour les vacances, puisque c'est notre dernière émission d'ailleurs, avant les vacances. Ceci dit, l'Europe est ouverte a priori cet été, donc il y a quand même quoi faire. C'est vrai. Et on va en parler, en plus on a quelques destinations européennes, il y a plein de belles choses à voir. Raphaël, la première question est simple, parce que j'ai envie de commencer cette émission avec une question à la Augustin Trapenard. Et j'ai envie de dire, pour toi, c'est quoi un voyage ? Un voyage, c'est le moment où tu te recentres avec toi-même. Et non, mais un voyage, qu'est-ce que c'est ? Écoute, c'est cela dit, quand je dis se recentrer avec soi-même, c'est pas si débile que ça. C'est pas si bête, hein. C'est pas si fou. Ouais, je pense que c'est juste partir à un endroit, te sortir de ta routine et surtout prendre le temps de faire ce qui te plaît. Et c'est pour ça que moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de contraintes. Quand tu es dans un voyage, il ne faut pas forcément Dis-toi que tu n'auras pas le temps de tout voir. Donc de toute manière, sélectionne ce qui te plaît le plus et prends le temps de faire les choses tranquille. Et puis, faut se faire plaisir. Et le voyage, pour moi, le voyage réussi où que tu ailles, c'est peut-être oublier ton quotidien. Donc, même si tu peux partir... moi, je le fais pas tout le temps, donc c'est un faux conseil que je m'auto-donne, mais qu'il faut que j'applique plus. Mais arrêter de regarder ses mails, et ça, je pense que c'est le... Ça, on est d'accord, ouais. Essayer de couper un maximum d'applis, un maximum de notifications. Alors, t'as levé deux trucs, moi je trouve intéressants. Pourquoi et comment, parce que tu disais préparer, pas préparer, on va y venir. Mais le pourquoi, moi je te rejoins un peu. Il y a le côté oublier le quotidien, mais moi c'est oublier en découvrant. C'est vraiment découvrir. Et tu vois, je sais pas pour toi, mais je sais pas... Alors... c'est peut-être une angoisse profonde, je pense que j'aurais pas le temps de voir tout. Et du coup, je pense pas que j'ai envie d'aller 2 fois au même endroit. Parce que je me dis qu'il y a tellement... Alors, à part certains, dont on va reparler, et pour certaines raisons, mais des gros voyages et des découvertes, il y en a certains où je me dis, je l'ai fait, c'était génial. Et en fait, j'ai pas envie d'y retourner pour 2 raisons, parce que je me dis, peut-être que je serais peut-être pas déçu, mais que ce sera moins bien et que voilà, faut rester sur une première impression qui était top. Et puis 2, il y a tellement d'autres choses à voir en fait qu'il faut aller voir autre chose, quoi. Je sais pas comment tu les abordes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, je crois que ça dépend aussi quand même de l'endroit. Je sais pas si c'est un truc valable pour tous les endroits où tu vas aller. Je pense notamment aux grandes villes. C'est vrai que les grandes métropoles, ça peut être des endroits où tu retournes parce qu'il y a une ambiance, une atmosphère qui t'a plu dans ce week-end et voilà, tu as envie d'y retourner en disant c'est quand même une ville sympa pour passer un week-end, faire quelques activités, ça change d'ici.
Après, c'est vrai que les longs voyages, et un des pays où dont je parlerai plus tard, effectivement, je ne retournerai pas forcément une deuxième fois parce que peut-être les grands voyages comme ça, qui sont des voyages qui demandent de l'investissement, du temps, tu te dis, bah voilà, j'y vais pour une fois et ça sera une seule fois. Par contre, j'ai tendance à dire que les voyages à côté de chez toi, dans des régions pas trop éloignées, si vraiment l'ambiance te plaît, le contexte te plaît, tu peux quand même y retourner et te faire plaisir parce que ça peut aussi devenir des vacances un peu reposantes où tu vas un peu comme à la maison sans que ce soit la maison, tu vois. C'est un peu retrouver quelque chose de familier, plaisant. On est d'accord. Je pense que j'ai exactement les mêmes exemples. Enfin, j'aurais des exemples qui collent exactement à ce que tu as dit tout à l'heure sur le long voyage que je suis pas sûr de pouvoir refaire et les voyages courts, en effet, où tu as un peu tes petites habitudes et tu te sens bien dans l'ambiance du truc. Donc, je vois exactement ce que tu veux dire. Sur le comment que tu évoquais tout à l'heure, préparation complète, pas complète, est-ce que tu te fais un méga planning, est-ce que tu pars comme ça à l'arrache, c'est-à-dire que tu te pointes à l'aéroport ou à la gare avec juste ton passeport, comment tu organises? Écoute, moi je suis plutôt du genre à organiser et surtout les voyages un peu loin. Ça, clairement, moi, quand c'est loin, quand on sort de la France et peut-être on va dire de l'Italie que je connais un peu mieux, c'est vrai que je vais avoir tendance à plus regarder. Et parce que moi j'ai aussi en fait pour moi la recherche de ce que je vais faire fait partie du plaisir du voyage. Je prends du plaisir à regarder, à me dire ah tiens ça c'est pas mal comme itinéraire, ça c'est ceci. Donc je sais pas si pour toi c'est pareil, mais en tout cas clairement moi je prends du plaisir même à le préparer en fait. En fait, moi, c'est devenu comme ça. C'est-à-dire que sur mes premiers voyages, je notais quelques trucs et je me disais, je vais essayer de faire ça et comme ça et comme ça. Je notais 2-3 endroits que je voulais voir. Et finalement, ça ne pouvait pas toujours se faire ou j'y arrivais pas forcément. En plus, c'est con, hein. Maintenant, tu regardes justement des blogs ou des trucs comme ça et puis tu te dis, ah, ils ont réussi à faire tout ça, moi, j'ai pas réussi. Et en effet, sur mes 2 voyages de l'an dernier, j'ai tout planifié. C'est-à-dire que j'ai potassé de fou tout ce que... Pas tout, mais j'ai essayé de balayer tout ce qui est à peu près possible de faire. J'ai sélectionné ce que je voulais faire et j'ai rangé par jour. Voilà, et quasiment à l'heure près, à un moment, à dire voilà, ça, là j'arrive, faire tous les itinéraires, parce que comme tu le disais, quand t'es pas en France, c'est pas toujours évident. Donc savoir où j'allais quand je voulais aller quelque part, plutôt que de perdre 1 heure à chercher le bon train, le bon bus, le bon machin. Et en effet, j'ai découvert que c'était bien plus efficace que comme ça pour moi, et que je me suis bien plus amusé, que j'ai découvert beaucoup plus de trucs. Et en effet, maintenant, je m'imagine pas. J'ai fait un gros voyage dont je vais parler. On fait que du teasing sur les destinations pour l'instant, mais j'ai passé 15 jours à le potasser, à le préparer à fond pour que les 15 jours soient top. Mais c'est ça, en fait, je pense que t'as dit le truc clé, c'est quand même ce qui te donne du plaisir et surtout ce qui va pas t'angoisser pendant ta période de vacances. C'est ça. Nous, on est des types du coup qui aimons préparer. Je pense que toi, comme moi, pour te connaître un peu, t'as pas envie de te retrouver à dormir dans une gare le soir au milieu de la pampa. C'est pas tout à fait mon truc en effet. Voilà, c'est pas ton style, c'est pas le mien. Du coup, ça sert à rien d'aller faire des vacances, de pas les préparer, de s'angoisser de ce qu'on va faire la nuit. Alors, et au contraire, ceux pour qui c'est un plaisir l'inconnu, bah, et ben pareil, surtout ne pas se faire chier à préparer si ça te gâche du plaisir. Donc clairement, il y a vraiment pas. Moi, je pense qu'il faut sortir du discours. Allez-y à l'inconnu. Le plus important, c'est la rencontre inopinée. Je pense que c'est faux. Si t'es angoissé toute la journée à l'idée de ce que tu vas faire ce soir, tu vas pas prendre de plaisir. Donc faut arrêter avec ça. On aurait dû inviter Antoine de Maximi, qui est un peu l'inverse de nous, hein, pour ceux qui connaissent pas, donc qui anime une émission qui s'appelle J'irai dormir chez vous, où il se pointe à l'aéroport. Je crois qu'il lui donne sa destination quand il est à l'aéroport, même dans l'émission. Et donc il doit dormir chez les gens. Mais oui, moi j'avoue que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui disent moi je me suis pointé là-bas, je me suis tout en débrouille, etc. Mais clairement, comme tu disais, moi c'est impossible, ce serait une source d'angoisse terrible. Et je pense que je perdrais tellement de temps à essayer de me situer, de m'organiser, de faire des trucs sur place, qu'en fait il y a plein de temps utile qui s'envolerait. Et moi ça me gâcherait un peu le truc. Après ça empêche pas de rencontrer des gens ou de faire des choses, les deux en fait je pense peuvent fonctionner, hein. Des préférences pour le mode de transport, parce que le voyage c'est pas que la destination au final. Non, c'est vrai. Ça peut être aussi écoute, moi c'est pas très dans l'air du temps, mais je trouve que l'avion a quand même une certaine praticité.
non négligeable, hein, on va pas Non, dire. mais je tenais à poser la question pour montrer que, vous voyez, on n'est pas que des Parisiens. Faisons le tour de l'Europe à vélo. On n'est pas que des Parisiens écolos qui donnent des leçons, vous voyez, on prend l'avion aussi. Ouais, bah ouais, voilà. Enfin, pour plein d'endroits, l'avion, c'est hyper pratique. Voilà, après, tu fais avec les moyens du bord et selon tes Mais tu vois, moi je suis égoïste hein, pour ça, j'ai pas trop de mal à le dire. Autant j'essaye de recycler mes déchets, autant je mange pas de viande, autant plein de trucs, mais je peux pas m'asseoir sur l'avion. Ouais, C'est non, c'est un truc égoïste peut-être ou quoi, j'en sais rien. Mais, Non, mais je peux pas m'asseoir là-dessus parce que j'estime qu'il faut découvrir le plus possible tant qu'on peut et voilà. Et puis l'avion, c'est aussi une question de temps. Quand t'as 2 semaines de vacances, bah tu peux Mm. pas aller à l'autre bout du monde en canoë, enfin en bateau, quoi. Tu vois, il y a un moment, il Ouais. faut aussi être réaliste. Donc, alors après, tu pourrais te recentrer sur plus proche de chez toi en te disant. Mais bon, après, je trouve qu'il y a un côté où, si on parle là-dessus, en fait, il y a que les gens qui ont le temps et l'argent qui peuvent s'offrir des beaux voyages. Et... Oui, c'est ça. Mais alors ça c'est un autre truc, on va pas en parler, mais moi je suis assez admiratif des gens qui prennent des 6 mois pour faire toute l'Asie en vélo ou toute l'Asie en machin. Je sais pas comment ils font, moi en termes de boulot je peux pas m'absenter 6 mois. Donc, c'est ça, faut pouvoir, ce c'est, qui est pas donné à tout le monde, hein, donc... c'est ça. Là je sais pas je sais pas quel boulot te permettre de te barrer comme ça pendant 6 mois dans la pampa, mais... Si, t'as les boulots quand t'es fonctionnaire de la fonction publique, tu peux faire une mise à disposition pendant D'accord. plusieurs mois. Quand tu reviens, t'es pas payé, mais quand tu reviens, le poste existe encore. D'accord. Ah Donc bah, t'as tu vois, ça je qui est connaissais pas. possible. Sinon, t'as bien travaillé pendant pas mal de temps et t'as mis assez de côté pour te casser et t'as un boulot qui est tout le temps en recherche. Ou après, t'es jeune étudiant et papa, maman peuvent encore t'aider, quoi. Mais... Oui, ouais. Non mais après, pour revenir sur l'avion, moi il y a aussi un truc, c'est que je kiffe en fait l'avion. Genre, j'adore faire des longs vols en avion. Ah bah pareil. C'est-à-dire qu'en plus, tu vois, c'est marrant, c'est que j'ai fait mon premier long courrier en 2011 et j'étais terrifié. Mais genre, je suis arrivé liquide, la tête au-dessus du sac à vomi, j'étais en angoisse terrible, j'étais pas bien pendant tout le vol et tout. Et en fait, à force d'en faire, je me suis détendu et maintenant, j'adore ça. Alors, c'est juste pour donner un espoir à ceux qu'on peut en avion, ça peut passer. Voilà, c'est pour vous rassurer là-dessus. Mais encore une fois, moi, maintenant, j'adore ça parce que c'est 10 heures. Tu vois, tu parlais de pas regarder ses mails. Maintenant, si je prends un long courrier, moi, les gens me disent toujours « Oh là là, tu vas passer 10-12 heures dans une capsule d'avion et tout. » Mais ça passe super vite pour moi. La dernière fois, je me suis fait un film. Ils t'amènent le repas. Tu te fais une petite sieste. Tu te fais un autre film, un autre repas. T'es arrivé. Et on t'a foutu la paix royale pendant 10 heures, il n'y a pas eu un email avec une mauvaise nouvelle, il n'y a pas eu un SMS, il n'y a personne qui t'a ennuyé. Je regarde jamais autant de films que quand je suis en voyage, dans les avions. Je découvre plein de films, je regarde plein de trucs, et je surkiffe prendre des longs courriers. Moi, 10-12 heures dans l'avion, j'en ai plus rien à faire, je trouve ça génial, quoi. J'aime bien l'ambiance, tu sais, quand il fait nuit, et que l'avion dort, tu vois, que c'est calme. Ouais, non, clairement, moi j'adore l'avion, et comme tu dis, moi c'est mon moment, c'est souvent mon moment... les films coupables, des films que j'ai pas envie de voir, je sais que c'est des pertes de temps et je me dis de toute façon je suis bloqué, donc allez, c'est le moment où jamais de la regarder. Et du coup ça m'a permis de voir tu sais, un des pires films que j'ai vu, là, Inferno, basé sur un des bouquins de Dan Brown avec Ah, pas mal. Oh Attends, tu veux que je te dise, moi je me suis fait en film coupable justement sur mon dernier vol et j'ai poussé le concept trop loin parce que j'ai même arrêté avant la fin du film tellement c'était une horreur. C'était Le Crocodile du Botswana avec Fabrice Eboué et Tom Angel. C'était nullissime. Je suis désolé, hein, mais c'était pas drôle. C'était pas drôle et j'étais malaisé à la fin, j'en pouvais plus et j'ai arrêté le truc. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je me rappelle m'être fait un enchaînement 21 Jump Street et 22 Jump Street à la suite avec Channing Tatum et Jonah Hill dans un avion aussi. C'était c'est le moment, là, c'était du bon plaisir coupable. Donc, on a couvert le mode de transport. Est-ce qu'il faut aller dans des lieux touristiques ? On couvre les grandes questions avant de parler des destinations. On s'est un peu posé la question avant l'émission. On disait on a trouvé des ressources où souvent, il faut le dire, les blogs ou les trucs médias, c'est souvent découvrez ce petit coin incroyable, allez-y avec votre sac à dos, etc. Comme on disait, tout le monde ne peut pas le faire. Et comme l'avion, il y a un peu quand même maintenant un marqueur, quoi. Le tourisme de masse, c'est pas bien, il faut pas aller sur les lieux touristiques, etc. etc. Écoute, moi c'est un truc, je veux pas aller complètement à contre-courant, mais c'est vraiment une idée, une philosophie que je comprends pas totalement, parce que les lieux touristiques, ils sont pas dénués d'intérêt. Enfin, je veux dire, ils deviennent pas lieux touristiques par magie et par
Oui, effectivement, le Colisée, c'est superbe et c'est remarquable à voir, tu vois, malgré le flot de touristes. Enfin, je veux dire, à quel moment tu vas dire à quelqu'un d'aller à Rome sans voir le Colisée? Ouais. Enfin, et il y a plein de trucs comme ça ouais, bah, t'es submergé de tourisme. Maintenant, c'est normal qu'une bonne partie de la planète veuille aussi voir les endroits Mm. les plus incroyables de la planète. Enfin, je veux dire, t'as des gens qui ont pas forcément, qui peuvent pas forcément aller en vacances tous les ans, qui peuvent pas forcément faire plein de choses. Bah, et bah ouais, ils vont là où c'est le plus répandu. Donc, faut vraiment arrêter avec ce truc un peu moralisateur de. Après, si t'as l'opportunité de faire des endroits non touristiques, et moi aussi, il faut le faire, et tu prends aussi du plaisir. Et moi aussi, des fois, ça m'arrive de chercher les petites plages où il y aura personne. Mm. Les... Mais Mais tu tu vois, veux. c'est deux choses différentes en plus. C'est-à-dire Ouais, que moi, je te rejoins totalement sur les lieux touristiques, et c'est exactement ce que tu disais. Ils sont pas touristiques pour rien. Le Colisée, je sais pas, certains sites au Japon, certains, même là en ouais. France, hein, la Tour Mais Eiffel, oui. Enfin, ouais, ouais. ils sont touristiques pour une raison. C'est que souvent, c'est des trucs incroyables. Après, aller sur les mêmes plages bondées que tout le monde, c'est une autre question. Bon, ça, voilà, tu peux aller sur une autre plage, mais ces lieux-là, bah, il y en a pas d'autres. Donc, Ouais, c'est ça. donc a priori, moi et je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, je déteste la foule, mais il y a des trucs, je veux dire, t'y vas et tu comprends. Moi, Voilà. je vais parler un peu Japon là, je viens de le lâcher, mais je suis allé sur certains sites où il y avait tout le temps du monde, mais au bout d'un moment, tu te dis bah oui, mais j'aurais vu ça nulle part ailleurs, donc il faut bien quoi. C'est ça. Et Et c'est pas pour autant que ça empêche d'avoir des réflexions sur le tourisme de masse, mais de se poser la non, question des quotas, de taxes peut-être même supplémentaires quand tu visites des lieux pour vraiment continuer à les préserver, les protéger, tu vois. Ça, je pense que tu peux avoir la réflexion sur les deux niveaux, mais faut effectivement, enfin, ouais, voilà. question plus politique, est-ce que le régime en place joue? En clair, est-ce qu'on va en vacances dans des dictatures? C'est une bonne question, franchement, c'est une question que je me pose des fois, qui m'interroge, qui m'interpelle forcément. Je trouve ça bien d'avoir ce critère-là. Je trouve ça bien si tu arrives à le respecter aussi. Tu vois, à l'heure actuelle, je me verrais quand même mal aller en Corée du Nord ou un pays où. Mais alors, Mais tout en étant aussi, c'est vrai que conscient d'un certain relativisme culturel, politique, et de se dire que nous, déjà, on n'est pas forcément les plus exemplaires du monde. hmm. C'est une évidence, hein, mais. Bon, après, tu peux pas non plus, c'est sûr, imposer. Ouais, non, c'est compliqué hein, comme question, sincèrement. En fait, quand on s'est posé la question en préparant l'émission, ça me semblait évident. Et après, j'ai essayé de retourner le problème dans l'autre sens. Est-ce que, si je me fais l'avocat du diable, ça Mm. apporte pas un peu d'ouverture à ces pays-là? Je pensais à Cuba, en fait, qui a été une destination très à la mode, hein, quand même, à un Mm. moment. Et aujourd'hui, qui a des relations. Enfin, ça s'est beaucoup ouvert sous Obama. Alors, je sais plus ce qu'il en est sous Trump, mais on a vu Barack Obama serrer la main de Raúl Castro à une époque. Et les relations se sont ouvertes et ça s'est détendu. Donc, est-ce qu'on peut estimer encore une fois, je pense pas qu'on est là, on n'est pas là du tout pour apporter une réponse, hein, on Non, apporte non. juste des éléments de réflexion, mais est-ce que certains peuvent être aussi autorisés on peut être autorisé à se dire, bah peut-être que ça aide aussi les gens à voir autre chose et que ça peut éventuellement aider à ouvrir le pays, parce que comme tu dis, la Corée du Nord, c'est du coup totalement fermé. Personne Ouais, n'y va, même pas en touriste, ouais, et ouais, ce ouais. qui fait qu'il n'y a pas d'observateurs et il n'y a pas de. Ouais, Le régime fait ce qu'il veut T'as à quelques l'intérieur de ses agences frontières. maintenant. T'as quelques agences Oui, maintenant qui oui. te proposent des. Mais bon, c'est des voyages organisés et surveillés par l'État, donc c'est un peu différent. Ouais, comme tu dis, ça peut effectivement, parce que après, c'est pareil, ça apporte du monde, ça apporte potentiellement des revenus aussi à la population locale. Si ce n'est pas capté par la Voilà, c'est la junte au pouvoir, problématique aussi, hein, ouais. c'est encore une autre problématique. Ouais, non, c'est franchement une question compliquée. Je suis pas sûr qu'il y ait de bonnes réponses. Je pense que c'est chacun après de mettre le curseur, Hmm. Non, mais t- bon. c'est une question qu'on avait voulu poser, Hmm. Non encore mais une fois, pour l'amener l'amener dans le débat, et après on vous laisse vous faire un avis là-dessus. On va rentrer dans le vif du sujet, Raphaël. allez. Mais alors, on vous donne le programme, parce que je l'ai pas détaillé. On va vous donner donc notre meilleur voyage, la destination la plus insolite, notre top 3, enfin nos 3 coups de cœur, nos 2 ou 3 coups de cœur, une destination qui nous a éventuellement déçus et une destination de rêve. Raphaël, je te laisse commencer avec ton meilleur voyage. Pas facile, hein. C'était pas facile de faire un tri. Raphaël Globetrotter, t'en as vu plein.
Ouais, Bah oui, t'en as vu pas mal. En faisant le compte, j'étais plutôt content effectivement de partout où j'ai eu la chance d'aller. Du coup, je me suis dit, je vais partir sur les Pouilles, qui est une région italienne, qui est la botte, pour vous représenter, c'est la botte en gros non, c'est le talon de la botte italienne, pour faire schématiquement comme région, pour que vous ayez une idée de où ça se place. Donc on est bien au sud, on est sur la mer Adriatique, on est sur des belles températures en été. Oui, on là, va tu pas dois se être mentir. bien chaud, là. Ah oui, là, il fait très bon. Donc, les Pouilles, pour moi, ça a été vraiment le meilleur voyage parce que je trouve que c'est une destination qui regroupe énormément d'avantages. Tu as à la fois une diversité de paysages entre le sud de la région et le nord de la région. Tu as t'as une offre culturelle hyper sympa avec des villes très intéressantes à aller voir pour ceux qui veulent des destinations un peu plus culturelles. Tu as des plages paradisiaques pour ceux qui cherchent les plages paradisiaques. Tu as des villes bondées en été pour ceux qui cherchent de l'animation en été, parce qu'il y a aussi des gens qui aiment aller à la plage en été, animer, passer des soirées en bord de mer, faire la fête, tout ça. Donc tu as ça aussi. La nourriture, bon, t'es en Italie, donc tu te doutes bien que tu trouves chaussures à ton pied, comme on dit. Ah bah ça, l'Italie pour ça, moi ce serait c'est pas mon meilleur voyage, mais si tu mets la bouffe, c'est assurément le numéro 1. Donc, et voilà, et en plus, moi vraiment, je le mets en meilleur parce que j'ai passé 2 semaines là-bas à circuiter en voiture dans toute la région. Et en fait, j'y ai trouvé une douceur, une chaleur de vivre, on va dire, assez incroyable. Et vraiment, c'est une région à la fin où j'avais pas tellement envie de partir et je m'y sentais vraiment bien. Et c'est là où je te disais tout à l'heure, la petite réflexion comme à la maison, c'est que je pense que c'est une région dans laquelle je vais retourner parce que je m'y suis senti tellement bien. À des fois ça m'est arrivé du coup de passer des après-midi ou des soirées juste à flâner dans les rues d'une des petites villes ou d'un des petits villages et tu t'y sens bien. Et t'es un peu comme suspendu et c'est une région magnifique, des champs d'oliviers à perte de vue. Voilà, ça sent la région que tu vas aller passer ta retraite, ça. Ouais, j'avoue que je me dis qu'un petit champ d'olivier à entretenir à 60 ans, au soleil, des Pouilles, C'est quoi la plus grosse ville, du coup? Je connais pas du tout. Et la plus grosse ville, du coup, ça va être Bari, avec un B. D'accord, ouais. Qui est dans le top 10 des villes italiennes en termes de population, qui est un des plus gros ports d'Italie. Et Bari, c'est un peu, pour te donner une idée, c'est un peu un petit Naples. Alors après, si t'es pas allé à Naples, ça parle pas forcément. Mais dans l'ambiance, c'est un petit Naples et du coup, en un peu moins grand. Donc ça peut être, si t'as peur de la folie napolitaine, ça peut être une étape intermédiaire, aller à Bari. C'est 320 000 habitants selon Wikipédia. C'est quand même une ville moyenne correcte. Si on compare à la France. C'est une vraie ville moyenne correcte. T'as Lecce aussi comme ville qui est très sympa dans le coin. Voilà, c'est un peu les deux grandes villes, on va dire, du coin. Je suis en train de chercher une ville française de 300 000 habitants, mais je ne trouve pas. Mais ça donne une idée. En tout cas, c'est plutôt costaud quand même. Donc, oui, donc il y a de quoi faire. Et à côté de Bari, tu as tout le côté nature, calme. Ouais. Tu as le côté nature, parce que si tu vas au nord de la région, tu entres dans ce qu'on appelle le plateau du Gargano, où là, tu as vraiment toute une partie. En plus, c'est un parc naturel. Donc, tu es vraiment dans la nature. Avec plein de petits villages et ce qui est très joli, c'est que là, cet endroit-là où tu as la moyenne montagne qui tombe directement dans la mer, on va dire. Donc du coup, tu as en termes de paysage, cet endroit-là, ça peut ressembler à la Corse un peu, tu vois. Je pense qu'on est un peu dans le même état d'esprit, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle région à visiter et qui est qu'une des régions d'Italie qui est pas encore les plus fréquentées par les touristes, pour ceux qui cherchent encore un peu de tranquillité. C'est ce que j'allais te demander. Moi, je confonds toujours parce que je connais pas très bien l'Italie, mais je confonds toujours. Donc il y a là, tu m'as dit c'est les Pouilles, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est les Pouilles. Et les autres régions un peu touristiques d'Italie, c'est quoi? Je les mélange toujours. Ça serait plutôt la Toscane. Voilà, la Toscane. La Toscane et toute la baie de Naples, qui serait quand même bien plus touristique, le golfe de Naples.
D'accord. Et alors, c'est tout ce que tu as mis pour l'Italie. Ça représente toute l'Italie ou tu vas nous remettre de l'Italie ailleurs dans les destinations? Dans les coups de cœur, il se pourrait qu'on Ah, retrouve un voilà. peu Je me disais, c'est bizarre, il a découpé les régions en Italie. Moi, j'ai fait par pays, hein, je te le dis. D'accord. Je te le dis pour faire plus simple, j'ai fait par pays. Tu as fait le tour, est-ce que je passe à la mienne? Ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Bon, en tout cas, la nourriture italienne, moi je vais y revenir aussi. J'ai un petit détour italien, ça va pas être très original, mais j'en ai un aussi. Bon, moi, le meilleur, je l'ai un peu abordé précédemment, c'est le Japon. C'est pas que pour ça, c'est frais dans ma mémoire parce que j'ai eu la chance de faire ça il y a moins de 6 mois, juste avant le confinement. Le Covid commençait, les aéroports commençaient à se vider, j'ai eu le temps de rentrer, c'était pile poil, il y avait déjà des cas là-bas. Mais c'est vraiment, vraiment. C'était vraiment exceptionnel. Alors pour plein de raisons, c'était vraiment celui que j'avais le mieux organisé, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je me suis fait un emploi du temps de 15 jours d'une densité incroyable. J'ai des souvenirs pour chaque journée, j'ai l'impression que chaque journée était super, et après c'est incroyablement riche. Donc j'ai fait Tokyo, Kyoto, Hiroshima. Il y a évidemment une mégalopole dingue avec Tokyo, il y a l'histoire à Kyoto, il y a de l'histoire évidemment à Hiroshima. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à voir à Hiroshima en dehors du musée du mémorial, etc. Mais moi, c'est une partie de l'histoire qui me passionne, donc voilà. Attention à Hiroshima, en aparté d'ailleurs, le musée est vraiment, vraiment pas joyeux. Donc c'est pas le truc qui va vous mettre la patate, ce sera pas la journée la plus fun du voyage. Mais il y a tout. Moi, pour l'anecdote, je suis pas du tout fan de manga ou de culture pop japonaise ou quoi que ce soit. J'y allais vraiment en curiosité. C'était un pays, tu vois, c'était vraiment découvrir en observateur. Et je pense que là, c'est mon côté journaliste. Mais moi, c'est autant les paysages, la ville, etc., que d'observer les gens. Et d'observer leur sens de la discipline dans les transports, de tester la nourriture. Moi, c'est vraiment ça, tu vois, qui m'intéresse dans un voyage. C'est une sorte de reportage, même si j'en reviens pas avec un reportage, en fait. C'est de vivre un truc comme ça. Et donc là, il y avait tout. C'est-à-dire que j'ai fait... alors, on n'en a pas parlé dans les modes de fonctionnement, mais moi, j'aime bien prendre un guide pour la première journée d'un voyage. J'avais testé ça une fois à San Francisco et ça avait été génial. C'était un guide local. C'est un petit investissement. Selon les villes, c'est entre, je sais pas, 70 et 80 euros la journée. Mais ça donne vraiment, je trouve, un point de vue intéressant sur la ville. Là, à Tokyo, on avait une guide aussi pour la première journée. Je trouve que ça permet de se mettre dans le bain sans être tout seul, en fait, lâché. Ce que je trouve pas mal. Et ça a permis de visiter des quartiers de Tokyo dans lesquels je serais pas allé. Parce que je les aurais pas trouvés, en fait. On avait préparé la visite avec la guide par mail avant. Elle demande ce que tu veux voir, etc. Donc elle avait organisé un circuit et au final ça m'a emmené dans des coins où je serais jamais allé. Donc ça c'était vraiment top. Et après voilà, franchement, rien que l'organisation et l'ordre dans les transports, c'était un spectacle pour moi, parce que quand tu viens de Paris où les gens se montent dessus dans le métro, regarder les gens faire la queue patiemment pour attendre leur métro à Tokyo, c'était quand même le truc le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. Les bandes, les petites flèches sur le sol qui suivent impeccablement pour monter dans leur train, c'est pareil, c'était incroyable. Le Shinkansen, c'est incroyable. Moi je parlais des modes de transport, rien que de se balader à travers le Japon en train, je trouvais ça super cool. Et puis après voilà, j'ai vu des sumos qui était un truc de gosse, tu vois, je regardais Eurosport quand j'étais ado, voilà. Donc croiser des sumos dans la rue, c'est quand même un sacré délire. Et puis après, la nourriture était incroyable. À Hiroshima, la nourriture, tu sais, je vais dire une bêtise, je vais l'écorcher, mais c'est des trucs à base de pâtes et cuits directement, tu sais, sur une planche avec des spatules et tout, et puis tu manges ça comme ça, enfin c'était génial. Toute la nourriture, la plupart du temps, était top. Et puis voilà, la nature, c'est-à-dire que tu peux être à Tokyo le premier jour, et le deuxième jour, tu fais 45 minutes de train, tu vas monter le mont Takao, et tu te balades en fait en pleine nature, comme c'était en février, pour le coup, il y a assez peu de touristes. Et voilà, moi j'ai vécu quand même un truc. J'ai vraiment eu l'impression de passer 15 jours de découverte. Tu peux demander à mes proches, ils en ont marre d'entendre parler de ça à longueur de temps. Mais pourtant voilà, on a fait une journée nature, que ce soit en fait à Tokyo, c'était ville, une journée à l'extérieur de Tokyo pour la nature. Kyoto, ville, une journée à l'extérieur de Kyoto pour la nature. Même chose à Hiroshima. Donc en fait, il y a eu plein de paysages, il y a eu plein d'ambiances, il y a eu plein de logements différents. Évidemment, j'ai testé le logement traditionnel avec nuit sur futon qui te démonte le dos. J'ai fait la nuit sur futon, l'avant-dernière nuit. Crois-moi que j'étais content que ce soit l'avant-dernière, parce que déjà j'aurais pas pu en faire deux de suite.
J'étais mais fracassé le matin. J'avais l'impression d'avoir dormi sur du béton. Ouais, Et j'avais mal à l'épaule, j'avais mal partout. Mais encore une fois, c'était des expériences, le sens du service et la gentillesse, même sur place, et tous ces trucs. Moi, le seul, c'est pas un bémol, mais on m'avait dit, tu vas voir, c'est le truc le plus dépaysant du monde. On me l'avait beaucoup vendu comme ça. Je suis pas sûr que ce soit le plus dépaysant parce que je trouve que les grandes capitales mondiales maintenant se ressemblent quand même beaucoup. Ouais, ça, C'est-à-dire qu'il y avait un H&M à chaque coin de rue, il y avait, voilà. C'était pas le plus dépaysant du monde, mais clairement c'était la culture la plus différente que j'ai vue. Mais après, c'était pas si déroutant que ça, je trouve, en termes d'architecture. Un métro, c'est un métro au bout d'un moment, des bâtiments, des villes. Mais encore une fois, c'était une expérience incroyable. Je l'ai dit, moi je suis pas fan de manga, mais après, en plus, je peux comprendre les gens qui y vont pour ça. Ils doivent, c'est Disneyland, quoi. C'est un truc incroyable à vivre. Et pour le coup, ouais, t'as tout. C'est-à-dire que t'as des rassemblements, des densités de population délirantes dans certains endroits à Tokyo, et t'as des trucs où t'as du calme, de la tradition, de l'histoire. Et encore une fois, moi je pourrais en parler des heures, on pourrait faire une émission rien que pour ça. Bon, J'ai adoré. et du coup, le truc à retenir quand même, tu dirais, c'est quoi du Japon? Le premier truc que tu conseilles à quelqu'un qui y va, tu vois, enfin... C'est dur. J'ai beaucoup aimé me balader dans Kyoto. Ok. Après, alors, par contre, tu parlais de traîner le soir, de la vie animée, etc. Incroyable à quel point ils mangent tôt et à quel point les choses ferment tôt. Ah ouais? Ah ouais, alors ça, par contre, j'avoue avoir été surpris. Ouais, tu te fais surprendre, quoi. Même dans Tokyo, je crois, il y a un soir, en rentrant du resto, il devait être, je sais pas, 9-10 heures à tout casser, j'espère que je dis pas de bêtises, mais seul dans la rue, quoi. Ah ouais, c'est marrant. Pour rentrer à l'hôtel, seul dans la rue, c'était incroyable. Je me disais, je suis à Tokyo. Bon, alors c'était pas le quartier le plus animé, mais ça devient très calme d'un coup, ça va très très vite, quoi. Donc autant le matin t'as une effervescence, tu vois, à 7-8 heures il y a du monde partout dans le métro, les gens en vélo avec les gamins derrière, énormément de vélos, mais le soir ça tombe d'un coup, et hop, il n'y a plus personne, quoi. Donc ça c'était assez impressionnant. Mais après, pour ce qui est de conseiller vraiment une chose, je pense que ouais, le côté historique de Kyoto est vraiment sympa parce que tu peux beaucoup marcher. Ouais. Et après, non, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y en a pour tous les goûts. Si tu veux de la nature, tu auras de la nature. Évidemment, ce sera jamais de la nature complètement abandonnée parce qu'il y a quand même beaucoup de touristes et la plupart des sites sont quand même très 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 fréquentés. Mais encore une fois, ça vaut 100 fois le détour. Moi, je suis absolument pas déçu d'avoir voulu faire ça. On passe aux insolites. Ouais. Allez, allons un peu dans l'insolite. Quel est le plus insolite que tu aies fait? Eh bien, le plus insolite que j'ai fait, sans grand doute, là, pour le coup, celui-là, j'ai pas cherché très longtemps. C'est une ancienne république soviétique nommée l'Ouzbékistan. Voilà, pour vous situer. Alors, pour vous le situer, donc c'est en Asie centrale. Ça a des frontières communes avec le Kazakhstan, Tadjikistan, Afghanistan. Ce mauvais en géographie, je suis pas sûr que ça vous aide beaucoup plus, mais... Ils t'apprennent en Google. Voilà, donc c'est un ancien bout du RSS, hein, on va dire. C'est même totalement le cas. Donc, dont la capitale est Tachkent. Alors voilà, donc l'Ouzbékistan, clairement le plus insolite. Je sais même pas par où commencer. De mémoire, moi, ce que j'avais vu sur ton Instagram, c'est que les paysages étaient très, comment dire, ça faisait très désertique, mais c'était très beau, quoi. Ça semblait perdu au milieu du désert, mais très très beau. Il y avait un côté un peu Star Wars, Tatooine. En fait, c'est ça, c'est assez désertique pour une bonne partie du pays, parce que pour vous donner une idée, c'est par ce pays que passait l'ancienne route de la soie qui allait de la Chine à l'Europe, vraiment au Moyen Âge. Toutes les caravanes d'épices, de soie, machin, passaient par ce pays-là qui était un grand désert. Et donc en fait, c'est un pays qui s'est développé, donc c'est un grand désert, et qui s'est développé de façon avec des villes ponctuées le long de cette route. En fait, des villes qui ont complètement émergé le long de cette route et qui étaient des villes placées sur des anciennes oasis. Il y avait un point d'eau à cet endroit-là. Et des villes se sont construites comme ça parce qu'en fait, les caravanes s'y arrêtaient pour faire des pauses. Parce que tu te doutes bien que traverser l'Ouzbékistan en chameau, ça prenait un poil de temps. Donc du coup, t'as des grandes villes qui se sont développées. Ça a fait partie d'un énorme empire aussi avant. Ça a même été conquéri par Gengis Khan, tout ça. Et c'est une destination qui, à mon sens, mérite vraiment d'être découverte parce que t'en as aussi un peu pour tous les goûts.
t'as ce côté donc désert, tu peux aller dormir dans le désert, faire des treks dans le désert, tout ça. T'as la région que moi j'ai pas faite, qui est une région collée au Tadjikistan, qui va être très montagneuse. Où donc là, pareil, tu peux faire des randonnées et apparemment, ça fait partie des endroits où tu peux avoir les plus belles vues du ciel. Enfin, visiblement, il y a tellement peu de lumière, c'est tellement pur, le ciel est tellement pur, on va dire, que tu peux avoir des super vues. Il y a même un gros truc d'astronomie là-bas. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, ce qui m'a donné envie de le faire, donc déjà, je remercie Arte qui avait passé un reportage sur l'Ouzbékistan qui m'a donné envie d'y aller. Parce que j'avoue que j'ai pas fait le jeu du globe qui tourne et j'ai posé mon doigt là et j'ai fait allez hop, on va en Ouzbékistan. Hein. C'est un petit reportage d'Arte qui m'a... C'est vrai que c'est pas la destination qui est en façade des agences de voyage en général. Hein. Non, clairement pas. Et donc le principal de mon voyage, ça a été justement de refaire un peu cette route de la soie en allant de ville en ville. Et les villes sont sincèrement magnifiques. C'est des villes héritières de l'architecture, tout ce que tu peux imaginer de l'architecture musulmane. Donc avec des mosquées sublimes qui ont des tailles en plus à Samarcande, qui est la ville la plus connue, on va dire. T'as une place qui est la place du Régistan où t'as 3 énormes mosquées qui se font face. C'est des mosquées mais des tailles incroyables et c'est une place, enfin c'est juste incroyable quoi. Et le pays a eu la chance que l'URSS rase pas tout parce que des fois les Russes l'URSS avait pour mauvaise habitude de raser tous les signes religieux dans certains pays. Là ils ont tout laissé en partie. Donc voilà, c'est hyper sympa. Je trouve que c'est un bon pays aussi pour peut-être commencer. Moi, c'est le pays le plus loin où je suis allé. C'est peut-être un pays pas mal pour commencer à faire une transition entre l'Occident et l'Orient, on va dire, parce que t'as un peu ce mélange des deux cultures, parce que malgré tout, t'as cette histoire musulmane qui a quand même imprégné le pays, parce que la population est majoritairement musulmane. Mais t'as un mélange de l'Occident, parce que en tant qu'ancienne République soviétique, officiellement, une bonne partie de la population est quand même restée laïque. Le pays produit de l'alcool et consomme de l'alcool. Les gens ont alors j'aime pas parce que ça peut faire un peu cliché de dire ça comme ça, mais ont des mœurs peut-être plus occidentaux que d'autres pays musulmans. Donc t'as ce côté-là un peu. Enfin voilà, je vais faire une comparaison. J'y suis allé avec ma conjointe qui avait pas besoin par exemple de se voiler dans la rue. C'est pas alors que le pays est musulman, comme on pourrait te demander en Iran, en Arabie Saoudite, tout ça. Donc c'est peut-être un peu plus ouvert là-dessus, même si j'aime pas forcément le terme d'ouverture. Donc voilà, superbe pays et ces villes vraiment magnifiques. Si vous voulez, on pourra mettre quelques photos sur le fil Twitter lié à l'émission. On pourra mettre quelques photos pour vous donner une idée, mais voilà, c'était magnifique. Ouais, ça donnait envie. Ouais. Je me rappelle des photos. En effet, ça avait l'air vraiment très beau dans ce côté désertique. Ouais. Seul point faible, la nourriture. Pas J'allais la te poser folie. la question. Ouais, pas la folie du tout. La nourriture très très grasse, très très grasse et assez rustre. Donc voilà, toi, typiquement en tant que végétarien, c'est pas la folie du tout. Oui, ça peut être compliqué. D'être végétarien en voyage, c'est pas toujours évident. Clairement, donc voilà, c'est le petit bémol. Par contre, pareil, il se met à faire très beau très vite. Les hivers, par contre, sont très froids. C'est un climat très dur, hein. Très froid en hiver, très chaud en été. Mais par exemple, j'y suis allé en mai, et en mai, il faisait déjà 25 degrés. Hein. Donc t-shirt, super sympa, très sécurisé. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis septembre dernier, ou septembre 2019, je sais plus, le visa est gratuit pour les Français. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est toujours un argument, parce que tu as des pays qui te font payer des visas à un certain prix, ça te rajoute déjà un petit truc dans Là, c'est plus le cas, donc c'est d'autant plus l'occasion, quoi. Eh bien écoute, pour la mienne, on va être, ça va être un peu moins, original, parce que j'ai insolite, mais j'ai twisté le insolite. Tu vois, je pensais que tu allais mettre le Japon en insolite. Oh non, moi c'était... parce que c'était vraiment le meilleur, je pouvais pas le mettre autre chose que dans le meilleur. C'était... voilà. Non, alors insolite, en fait, il faut le dire, moi j'ai peut-être un peu moins voyagé que toi, mais c'est surtout que j'ai beaucoup voyagé dans le même pays pour le boulot, qui sont les États-Unis. Et en fait, moi dans l'insolite, je voulais mettre les villes moyennes américaines. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours celle dont on parle. On parle beaucoup de New York, de Los Angeles, de San Francisco éventuellement, de quelques autres. Mais on parle pas souvent de Phoenix, Dallas et Houston. D'ailleurs, tu pourras me rejoindre sur Houston, tu l'as fait pendant une semaine. Ah ouais, pour le Super Bowl. Voilà, et je voulais dire insolite en fait, au sens où les villes moyennes US, c'est quand même souvent des lieux un peu what the fuck où il y a rien à faire.
Je sais pas si tu l'avais ressenti à Houston. Houston, si. je l'ai fait 2-3 jours. Mais Dallas, une semaine, Phoenix, une semaine, Houston, 2-3 jours. C'est souvent un petit centre-ville, pas forcément accueillant, avec pas grand-chose dedans, des grandes banlieues de riches autour. Et si t'as pas une bagnole, tu peux rien faire. Donc voilà, les villes moyennes US, moi c'était un peu mon insolite au sens où, par exemple Phoenix, moi j'y étais allé donc pour un Super Bowl, le paysage est incroyable quand t'atterris. Par contre c'est le plus beau souvenir que j'ai d'atterrissage parce que t'as l'impression d'atterrir sur Mars, c'est rouge, c'est désertique, c'est vraiment magnifique. Par contre sorti de là, il y a rien, il y a que dalle. Le centre-ville de Phoenix, c'est 3 rues, et derrière, faut prendre ta voiture, rouler. Et si tu veux, moi, je m'en rappelle parce que c'était l'époque où je préparais très mal mes voyages, justement. Et j'avais vu des gens, tu vois, sur Instagram qui disaient « Oh, je suis allé dans tel parc naturel à la sortie de Phoenix, c'est incroyable, le désert, le truc. » J'avais essayé d'y aller. Je m'étais retrouvé dans une sorte de tram-train qui sortait un peu plus ou moins de la ville et tout. J'avais pas trouvé la bonne destination. Je m'étais retrouvé sur un parking de mini-mall, tu sais, les trucs que tu vois dans les séries genre Breaking Bad, à demander dans un Starbucks qu'on me prête un téléphone pour appeler un taxi qui a fini par me ramener dans un grand mall gigantesque, horrible, en bordure de Phoenix, avant de re-rentrer avec un Uber à mon hôtel, quoi. Et donc, je te jure, il y avait un côté Breaking Bad, tu sais, le petit parking de petits malls avec les petits magasins pas hauts, là, le truc où les mecs t'attendent pour faire un deal de drogue ou s'entretuer. Et voilà, moi c'est le souvenir que j'en garde, c'est vraiment la Phoenix, c'est Breaking Bad quoi. Et Dallas pareil, il y a quand même pas grand chose à faire. Dallas, moi j'y étais allé pareil une semaine et demie pour le boulot, et je me rappelle quand je croisais d'autres journalistes en ville, c'était alors t'es allé au musée Kennedy? Ouais, bah ouais, il y a que ça à faire. Voilà, c'est limite si tu croisais pas les collègues au musée Kennedy à un moment dans la semaine. Mais sinon, il y avait pas des masses de trucs à faire. Alors moi, j'étais allé visiter le Cowboy Stadium parce que voilà. Mais sinon, ouais, c'était pas ouf. En plus, à Dallas, Houston et Phoenix, les trois, hein, il fait 1000 degrés l'été. Donc après, chaleur désertique, moi j'avais trouvé ça moins insupportable que la chaleur humide type Miami. Honnêtement, Dallas, il faisait 40, mais je me sentais étonnamment bien, moi, qui aimait pas ça d'habitude. Mais voilà, donc mon insolite, moi, c'est les villes moyennes US que je ne vous recommande honnêtement pas des masses. Hein, San Francisco est un peu plus insolite au sens où c'est une ville un peu plus atypique aux États-Unis. Mais franchement, les trucs les plus étranges que j'ai fait, je pense que c'est ces trois villes-là parce que c'est quand même pas des trucs. Et puis je pense que c'est vraiment pas des destinations, tu vois, où quand t'es français, tu dis tiens, je vais aller à Phoenix en vacances, quoi. Donc c'est sûr, tu te le dis rarement ça, mais c'est pas tout. En plus, tu vois, c'est les villes typiquement où il faut te taper des vols en connexion. Non, Houston, il y a des directs. Houston, ouais, j'avais pris un direct, moi. Ouais, pareil. Mais sinon, Dallas, il faut aller à Atlanta d'abord. Phoenix, moi j'étais passé par Minneapolis. Et j'étais passé par Salt Lake City en rentrant. Enfin, donc c'est typiquement les villes à escale en plus, enfin où tu vas pas. Et ouais, c'était assez insolite. Les coups de cœur. On passe au coup de cœur. Numéro 1 pour toi. Numéro 1, alors attends, je les ai pas classés. Allez, je vais faire du plus petit au plus grand. Du coup, je commence par une ville. Et mon premier coup de cœur, désolé hein, pour ceux qui vont me trouver répétitif, mais je retourne en Italie et je vous propose la jolie ville de Sienne, en Toscane, qui est une charmante ville médiévale de taille très moyenne, voire même peut-être petite suivant les critères italiens. J'avoue que je les ai pas forcément tous en tête. Qui est une ville qui regorge de chefs-d'œuvre architecturaux, de musées sympas. Autour, qui a une place mythique, la fameuse place du Palio, sur laquelle il y a cette course de chevaux en pleine ville tous les ans. D'accord. Entre quartiers, parce que c'est une ville qui a une vraie vie de quartier, quoi. Tu es dans un quartier, c'est pour beaucoup de gens de Sienne, c'est hyper important, et tous les ans la ville s'affronte entre quartiers dans cette course de cheval assez mythique. Si tu sors de la ville, t'es en plein milieu de la Toscane et du coin du Chianti, donc ces photos de vallons avec la vigne, enfin toutes ces photos que tout le monde voit à peu près de la Toscane, quoi, qui donnent quand même bien envie. Voilà, pour moi, et à chaque fois que j'y vais, c'est la Dolce Vita, quoi. C'est une ambiance paisible, tu te régales. Et je dis Sienne, du coup, parce que je pense que pour des gens qui découvrent la Toscane, je pense même que c'est Sienne la vraie perle de la Toscane et c'est pas Florence comme la plupart. Comme je sais que t'es attaché à ça, ouais. Je sais que t'es attaché à. Mais les Toscans sont aussi très attachés aux rivalités entre villes parce que pendant des siècles et des siècles, les villes toscanes se faisaient la guerre, donc ils ont gardé un petit peu ce côté-là.
Sincèrement, moi, si je devais conseiller quelqu'un, je lui dirais bien sûr de passer par Florence, mais de prendre plus de temps pour flâner d'Ancienne qu'à Florence. Eh bien, écoute, on va demander à faire sponsoriser ce podcast par l'agence du tourisme, l'office de tourisme d'Italie. Ah bah ouais. Parce que mon premier coup de cœur, c'est Rome. Donc, tu vois, il faut. moi, je suis allé qu'une fois en Italie, c'était à Rome. Est-ce que c'est touristique ? Oui. Est-ce que c'est cliché ? Oui, mais il fallait bien commencer par là. Et on en revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas pour rien que tout le monde veut voir ça. C'est un musée à ciel ouvert. Moi, franchement, j'avais le souffle coupé au sens où c'est un musée à ciel ouvert. Tu marches et à tous les coins de rue, il y a une ruine, il y a un truc, il y a tout le temps quelque chose à voir, quoi. Ouais. Même si tu t'es fait un plan et que tu te dis je veux aller au Colisée, et puis après au Vatican, et puis après truc, en fait, sur le chemin, tu vas voir déjà 3 trucs, quoi. Donc franchement, moi, j'avais été... Encore une fois, c'est ultra cliché. On n'avait pas prétendu de toute façon que cette émission vous donnerait des destinations ultra techniques, hein. On parle voyage, et honnêtement c'est incroyable, c'est incontournable, et la bouffe est incroyable, mais c'est l'Italie ça, hein, de toute façon. Donc, et tu l'as dit, j'ai fait le Colisée, il y a un monde incroyable, c'est blindé dès le matin, mais c'est pareil, ça vaut le coup. Je veux dire, c'est dingue de se dire qu'on est là dans un lieu qui a plus de 2000 ans. C'est complètement fou, quoi, de se dire ça. Et pour l'anecdote, le fun fact, j'ai croisé à Rome un joueur NBA, dans le Colisée. Tu sais, genre, j'étais en train de me balader dans le Colisée et je vois un joueur NBA qui est en fait participait au final NBA que j'avais couverte en 2011. Je crois que c'était genre un an après. Donc ce mec-là, je le croisais tout le temps. Et après, quand un joueur NBA de 2 mètres, c'est plus dur de passer inaperçu, même dans la foule au Colisée. mais j'avais trouvé ça marrant sur toute la foule que je me retrouve juste à côté de lui, tu sais, alors que j'avais couvert et je l'avais interviewé sur des finales à Dallas 1 an et demi avant, quoi. Donc voilà, mais comme quoi tout le monde va au Colisée, même tes joueurs NBA, tu prends ton petit guide et tu te balades dans le Colisée, c'est immanquable. C'est vrai que Rome, c'est... Pour avoir eu pareil la chance d'y aller plusieurs fois, c'est vraiment une destination à faire. Je pense que c'est une destination pas trop loin de la France, souvent avec des prix abordables d'avion, parce que si tu prends à l'avance, tu peux trouver. Si tu veux pas prendre l'avion, tu peux y aller en train. C'est un peu plus long, on va pas se mentir, mais tu peux quand même y aller en train. C'est vrai que je trouve que ça fait vraiment partie de ces villes. C'est la base. C'est la base. Le deuxième coup de cœur. Alors du coup, je pars sur une région. Je me suis dit, je vais faire pays, région. Je vais faire ville, région, pays. Je me suis dit, je vais essayer de faire ça. La région que je propose, du coup, c'est la côte sud albanaise, qui est appelée la Riviera albanaise. Mais bon, c'est pas... On n'est pas au niveau de Cannes et Saint-Tropez encore, hein, là-bas. Enfin, on va se calmer. Donc c'est vraiment toute la partie... qui va, mais je vais donner 2 noms de villes, mais qui va en gros en Albanie d'Hermie jusqu'à la Grèce, en gros, jusqu'à la frontière avec la Grèce. Donc pareil, vous allez voir sur une carte, vous tapez d'Hermie et puis vous descendez la côte jusqu'à la Grèce. Quand tu dis on n'est pas encore au niveau de Cannes et Nice, c'est que c'est justement il y a moins de bling bling et c'est plus tranquille. C'est encore moins bling bling et toute la jet set mondiale s'y regroupe pas encore. Non mais en fait c'est pour ça que moi quand tu dis ça me semble plus vivable. Et encore, hein, je vais te dire, toute la jet set s'y regroupe pas. Quand j'étais à Sarande, qui est une des villes ports de cet endroit, il y avait quand même dans la rade du port, il y avait le jet d'un des émirs de Dubaï. D'accord, oui. Donc ça commence déjà à avoir son petit... Et le jet... Enfin non, pardon, pas le jet, yacht, le yacht. tu veux dire, ouais. Et le yacht qui a la place d'accueillir un hélicoptère quand même. Hein, donc c'est pas le yacht... Voilà. oui, non. Commence à y avoir un peu d'argent. C'est pas le petit yacht du coin. Ouais, voilà, c'est ça. Commence quand même à y avoir des trucs. Et donc, c'est une super belle région côtière. Donc, pareil, on est encore dans ce... Parce que moi, c'est vraiment, c'est, je pense, mon paysage préféré. Côte type méditerranéenne avec un peu de vallon qui tombe dans la mer et qui, du coup, va aussi... Tu vas avoir un enchaînement, des fois, de belles plages, mais aussi des criques, plein de criques sur lesquelles tu peux aller te poser tranquillement. C'est encore peu construit comparé à d'autres de ses voisins comme la Croatie qui a une flambée immobilière sur toute sa côte et qui a bétonné. Là-bas, c'est pas encore le cas. Les gens sont hyper sympas. Il fait beau globalement en été, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, là, c'est vrai qu'on est sur une destination qui est beaucoup plus paysage que culturelle. Culturelle, tu vas vite avoir fait le tour.
voilà, tu vas pas forcément pour ça, mais au bout, il y a aussi un très beau parc national qui est le parc de Butrinte, qui est superbe. Le petit coup insolite, c'est à certains endroits de la côte, tu as des bunkers, parce que le dictateur albanais à l'époque était persuadé que l'Albanie serait envahie. Donc il a posé des bunkers sur la côte à certains endroits, donc ça c'est ton petit côté insolite. Mais voilà, destination. Ça a l'air sympa. Ouais, encore peu touristique, pareil. Mais à mon avis, ça va venir parce que les prix sont tellement attractifs que rien ne reste peu touristique en Europe pendant très longtemps. Oui, ça c'est vrai. Donc, tu le disais, la Croatie, en effet, c'est très à la mode ces dernières années. La Croatie, hyper à la mode. Donc voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors moi, je vais rester dans le registre plage pour le deuxième. C'est un peu plus loin, c'est la Thaïlande. Alors, je vais être plus précis parce que la Thaïlande, c'est quand même grand et j'en ai pas fait beaucoup. C'est une petite île qui s'appelle Koh Samui. Alors, pour le coup, ça, c'était incroyablement dépaysant. Je pense que c'est ce que j'ai vécu de plus dépaysant. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le Japon. C'était dépaysant parce que j'avais jamais vu un paysage comme ça. Je crois que c'est dans l'hémisphère sud, hein, du coup, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'étais jamais descendu dans l'hémisphère sud de ma vie. Pour l'anecdote, en fait, c'était pas un voyage très préparé parce qu'il a été gagné lors d'un concours. Donc du coup, ça s'est fait un peu comme ça, mais c'était génial. J'aurais jamais. C'était pas forcément le premier truc que j'aurais pensé à faire en voyage, mais du coup, l'hôtel au bord de l'eau, c'était, tu sais, des hôtels avec des petites chambres à part, c'est des petits bungalows, quoi. Ouais. Avec une petite piscine dans la chambre, une petite piscine sur la terrasse de la chambre, je veux dire. Après, l'hôtel le truc au bord de la mer, le bar dans la grande piscine de l'hôtel. Enfin, c'était vraiment les vacances de rêve typiques. Et alors, je m'ennuie vite. Moi, j'avoue que c'est pas le truc que je peux faire 15 jours parce que je suis pas fan de rester à rien faire. J'ai préféré le Japon par exemple parce que j'ai fait plein de visites et que j'étais tout le temps en mouvement. Là, comme j'avais rien prévu, tu vois, j'ai fait 2-3 visites, baladé 2-3 fois, mais c'est vraiment, faut aimer le farniente, faut aimer profiter du truc. Ouais. Mais c'est superbe. J'ai jamais mangé le soir comme ça au bord de l'eau, en t-shirt. Et c'était très bon d'ailleurs, même pour un végétarien. Ouais, non, mais j'allais dire le côté farniente, tu vois, moi avant, j'avoue, j'avais peu l'habitude de faire ça. C'est vrai que j'avais tendance à pas mal bouger quand même quand j'étais en vacances. Et justement, quand j'étais sur la côte albanaise où il y avait du coup un peu moins de choses culturelles, touristiques à faire, j'ai pris le temps de poser. Et c'est vrai que des fois, quand tu es dans des cadres comme ça, juste se poser en termes de vacances et de repos. Je comprends les gens aussi qui après des semaines de travail bien épuisantes, se laissent juste poser et c'est vrai que il y a un côté relaxant qui est indéniable, quoi. Enfin, tu vois, j'ai réussi à le faire certains après-midi où je restais juste genre les jambes dans la piscine en train de lire un bouquin et puis après tu vas juste alors en plus donc il fallait tester le massage thaïlandais. Il y avait un truc de massage à l'hôtel. Je te jure, moi je pensais que c'était un truc pisse et tout, et en fait c'était violent de ouf. J'avais l'impression que la dame elle faisait du catch avec mon dos, et franchement j'ai eu l'impression de me faire démonter, quoi. Donc c'est pas forcément un bon souvenir, mais ça m'avait fait beaucoup rire. J'étais là en mode ouais, j'allais faire un massage, ça va être trop relax et tout, et en fait elle commence à te monter sur le dos, à te mettre des genoux dans le dos et tout, c'était sport, hein. Franchement, à la fin, j'étais content que ce soit terminé parce que c'était violent. J'avais l'impression que j'allais me faire arracher les jambes. Donc, mais bon souvenir quand même parce qu'il fallait tester. Et encore une fois, ultra dépaysant. Encore une fois, c'est un truc que j'ai gagné dans un concours, donc je sais plus quels étaient les tarifs exactement, mais je pense pas que ce soit hyper cher pour les prestations que t'as. Et franchement, ça reste un très très bon souvenir. Et si vous aimez le soleil, la plage, les belles eaux, etc. Forcément, c'est un truc à faire. Troisième coup de cœur. Et ben du coup, je vais aller sur des pays, mais je vais un tout petit peu tricher parce que je vais mettre 3 pays en un. C'est les célèbres pays baltes. Du coup, Estonie, Lettonie, Lituanie. Parce que je mets les 3 d'un coup parce que quitte à être dans le coin, autant se faire les 3 parce qu'ils sont pas très grands et que tu peux facilement aller de l'un à l'autre en bus qui coûte pas grand chose. Donc bon, quitte à être dans le coin, n'hésitez pas à faire les 3. J'ai eu la chance de faire ça avec des amis sur une dizaine de jours il y a 2 ans, je dirais. Et c'est des super pays qui méritent d'être vraiment découverts, je trouve. Tu trouves plein de bonnes choses. L'Estonie, tu vas plus être dans les paysages avec sa capitale Tallinn, qui est une vieille ville médiévale, et autour tu as des grandes forêts de pins. Pareil, si tu vas à la mer, t'es vraiment au bout de la mer Baltique, donc c'est désert, hein. Vraiment c'est désert, il y a très peu de choses.
Et t'as un peu un sentiment de bout du monde, tu vois, qui est assez sympa, que t'as pas en Méditerranée, où je trouve que t'as pas ce côté-là, quand t'es sur la côte méditerranéenne, ce côté bout du monde, là tu l'as vraiment dans la Baltique. Après la Lettonie, pareil, pays hyper sympa, avec une capitale Riga qui mérite vraiment d'être à découvrir, parce que c'est dans les 3 pays, c'est la capitale qui bouge le plus, avec une grosse vie festive le soir, grosse vie culturelle, enfin... Voilà, hyper sympa. Et puis la Lituanie pour terminer, qui est peut-être un peu plus discret, on va dire, que les 2 autres pays, mais qui mérite aussi la découverte. Donc c'est des pays très sympas. J'hésiterais pas à y retourner si j'avais l'opportunité. Donc n'hésitez pas. Et mon message global, du coup, c'est n'hésitez pas à faire les anciens pays de l'Est du bloc soviétique qui, en Europe, malgré tout, restent un peu moins connus et qui, je trouve, ont plein de choses à offrir, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent à Prague en week-end, par exemple. Je l'ai pas fait, mais ça a l'air très très bien, non? Tu l'as fait? Prague, c'est sympa, ouais. Prague, c'est sympa. C'est pas ce que j'ai préféré, tu vois. En comparaison, je préfère Budapest. D'accord. Mais en Hongrie, je préfère Budapest. Mais oui, Prague, c'est sympa. Mais en tout cas, je trouve vraiment que faut vraiment pas hésiter à aller dans les pays de l'Est de l'Europe, parce que il y a une vraie richesse à tous les niveaux, quoi. Mais, et alors pour revenir sur les pays baltes, tu y vas en avion et t'atterrissais où? C'est plutôt Riga? J'ai commencé, du coup, je suis allé au plus loin. J'ai commencé par le plus loin, l'Estonie, à Tallinn. D'accord. T'as des vols pour Tallinn? Ouais, t'as des vols directs pour Tallinn. Bien que là, cela dit, c'est une escale qu'on a pris, je suis en train de penser, mais je sais qu'il y a des directs. Donc j'ai commencé par Tallinn et puis redescendre vers la Lettonie, puis la Lituanie, et après rentrer de Lituanie à la France, quoi. Mais c'est très facile en avion. On en a eu pourquoi 4 heures. D'accord. Oui. C'est vraiment sympa. En tout cas, il y a de quoi faire. Je pense sincèrement, même 10 jours pour faire ça, c'était vraiment rapide, hein. Tu peux prendre ton temps. Voilà. Je vais finir les coups de cœur avec Londres. C'est pas hyper original, mais tu vois, tu parlais d'un truc où t'aimes bien aller souvent et où tu te sens à la maison. J'ai un truc avec Londres, c'est la ville dont je me lasse jamais. Je suis toujours heureux quand je vais à Londres. J'ai toujours le sourire quand je suis dans l'Eurostar. Je sais pas pourquoi, j'adore cette ville. À partir du moment où j'arrive à Saint-Pancras, je me sens bien. J'ai l'impression de pas de connaître, mais je sais pas, j'ai dû y aller une dizaine de fois pour le boulot. J'ai dû y aller plein de fois, donc voilà. Et j'aime bien me balader dans Londres. Je sais pas, c'est une ville que je trouve agréable, que ce soit en plein centre, que ce soit à Soho, que ce soit au bord de la Tamise ou même dans les quartiers un peu poches à Chelsea ou quoi. Il y a toujours des jolis trucs à voir. L'ambiance londonienne, moi, a un truc sur moi qui marche à tous les coups. Et c'est typiquement le truc où j'adore aller passer 2-3 jours quand j'en ai l'occasion. En général, c'est pour le boulot. J'y suis allé en octobre dernier, c'était pour un match de football américain du coup qu'on couvrait. C'était la première fois que j'arrivais la veille du match et que je m'étais fait un programme pour découvrir des trucs. Et je me suis éclaté, quoi. Je me suis baladé tout seul dans Londres pendant une journée. Je m'étais fait un programme. J'ai fait un tour en... Comment c'est pas une péniche, mais tu sais, une sorte de bateau pour remonter le canal depuis Camden jusqu'à l'ouest. Et puis après, je suis revenu en métro. J'ai pas mal marché, etc. Et j'adore. Même tout seul, je me balade dans Londres. J'aime bien. Il y a un truc, voilà, avec cette ville-là. Mais tu y allais pour le boulot aussi de temps en temps pour les matchs? Ouais, pour les matchs. Et puis j'étais allé une fois ou deux avant, j'ai un doute, hein, mais ouais, j'accroche un peu moins. Ah ouais? Je suis un peu moins. Mais je comprends, hein. De toute façon, ce genre de métropole, forcément, ça peut attirer et c'est tellement riche, tellement de choses à faire, à voir, une ambiance particulière. Donc ouais, ça m'étonne pas. Moi, je suis juste un peu moins accroché. Je saurais pas vraiment t'expliquer pourquoi, hein. Oui, après, des fois, c'est très en dehors du personnel, fait, à chaque fois de passer pas loin de la mort 2-3 fois, à chaque fois que j'y vais, parce que je vois pas la voiture arriver et je tourne pas le... Ah oui, je me demandais ce qui t'est arrivé. Ça, j'avoue que je m'y ferai jamais et je pense qu'un jour j'aurai un problème, mais oui, ça peut être embêtant en effet. Faut faire vraiment attention. La première fois que tu sors de Saint-Pancras et que franchement, faut. Ouais, non, c'est assez chaud. Ouais. Ça et alors, c'est pas pour tailler, mais t'as un peu moins ce problème. Mais leur métro de l'enfer, quand tu fais 1m85 avec leur saloperie de métro courbé, où t'es obligé de te pencher comme si t'étais Quasimodo sous les trucs, c'est un peu l'enfer sur certaines lignes. Mais bon, en dehors de ça, voilà. Et leur métro qui est pas climatisé et qui est un four. Ça m'a frappé en octobre dernier. Je me rappelais pas avoir aussi chaud dans le métro les dernières fois, mais c'est infernal à ce niveau-là. Bon, en tout cas, voilà, vraiment. Vraiment, moi, c'est un de mes coups de cœur et c'est un de mes standards où là, pour le coup, en effet, je retourne souvent avec grand plaisir. Alors,
En bref, une petite déception. On s'est dit, est-ce qu'on met une déception, mais ça peut être pour prévenir aussi nos auditeurs qui éventuellement voudraient voyager. Est-ce que tu as eu une déception dans tes voyages ? Ouais, enfin, déception, c'est toujours un peu dur, mais c'est vrai que. Et non, je dirais pas que je vais pas me faire des amis, mais je sais que c'est une ville que beaucoup de gens adorent, mais moi, j'ai eu une petite déception avec Berlin. Ah ouais ? Tiens, je me demandais si j'allais pas y aller un jour. Mais... Tu vois, alors, sans renier toutes les qualités possibles de la ville, parce que c'est une très grande ville qui a beaucoup, beaucoup de choses à faire, à voir, avec plein de quartiers, avec une ambiance différente. Enfin, je veux dire, clairement, tu ne peux pas t'ennuyer à Berlin. Ça, c'est pas possible de dire j'ai passé une semaine à Berlin et je me suis ennuyé. C'est un peu de la mauvaise foi ou voilà. Mais en fait, ça a été une déception parce que c'est une ville peut-être qu'on m'avait un peu survendue ou je sais pas. Et en passant une semaine là-bas, bah, je me suis dit ouais, c'était sympa, mais pas plus. Et j'ai pas réussi à trouver le petit truc que beaucoup de gens ont pour cette ville et qui fait que beaucoup de gens en parlent aussi bien, etc. Ça, c'est vrai que dans le rayon très très vendu et survendu, Berlin, il y a beaucoup de hype, ouais, en tout cas. Berlin a une cote incroyable comme ville et la plupart des gens qui te parlent de Berlin te disent ah c'est une ville géniale, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il y a ce quartier. Et moi du coup vraiment j'en suis ressorti un peu. Du coup j'ai presque envie de retourner parce que je me suis dit il y a un truc que j'ai pas pigé, tu vois, il y a pas eu le déclic au bon moment. Et des fois c'est vrai que quand tu voyages t'es aussi dans certains états d'esprit et des fois le truc marche juste pas et peut-être qu'en y retournant ça pourrait changer, mais en ressortant je me suis dit bon bah ouais un peu déçu quoi. Mais c'est pas pour autant que je dirais aux gens de pas y aller, hein, attention. Oui, non, et puis après, faut le dire, on l'avait déjà dit dans l'émission française, c'est notre ressenti. Des fois, ça dépend de toi, ça dépend du contexte, ça dépend de comment tu le vis. Moi, je parlais de Londres, il y a peut-être un des déclics, c'est parce que à un moment, j'ai aussi un ami qui habitait là-bas, j'ai passé une semaine là-bas, donc quand tu le vis avec des locaux et que tu te balades un peu dans la ville comme si en suivant quelqu'un qui habite là, c'est un peu différent aussi de venir là un peu tout seul ou en découverte quelques jours. Donc il y a plein de choses qui changent le ressenti, mais je vois ce que tu veux dire parce que moi je l'ai pas fait, mais en effet tout le monde me le vend comme un truc incroyable quoi. Donc je peux comprendre qu'on puisse être déçu. Moi dans un autre registre, c'est l'Irlande. Alors je nuance cette déception. L'Irlande c'est très sympa. Dublin c'est mignon comme tout, y a des choses à voir. Alors c'est pas si grand que ça d'ailleurs. On a très vite fait le tour. Moi je pensais pas qu'on avait aussi vite fait le tour même de Dublin. Et c'est surtout que, alors vous allez dire que je me contredis parce que dans l'émission sur la France j'ai dit que j'aimais pas avoir chaud, etc. Mais il y a un juste milieu entre pas avoir trop chaud et pas avoir trop de monde et être sous la flotte sous 15 degrés au mois de juillet. Parce que moi je suis allé en Irlande une semaine, il a plu quasiment non-stop, il faisait un temps immonde et au bout d'un moment c'est quand même un peu raide quoi. Si même au mois de juillet, moi je suis allé dans le Connemara, à un moment tu vois on faisait donc tu fais le tour du Connemara et tout, tu sors du bus 2 minutes, tu prends une douche mais des enfers, t'as pas le temps de faire une photo, tu rentres dans le bus, t'es trempé. C'est moyen sur le... À l'inverse, un de mes meilleurs souvenirs de voyage, c'est d'avoir fait du kayak dans le Connemara. Ça, c'était super cool. Et en plus, il y avait une petite accalmie à ce moment-là, mais c'était vraiment génial. Mais le reste du voyage, au bout d'un moment, c'est un poil long parce que tu dis, il fait tout le temps moche, c'est tout le temps gris, il pleut. Donc tu vois les trucs, mais ça teinte un peu et c'est moins joyeux quoi, au bout d'un moment. Bah surtout, je pense, mine de rien, tu vois, mais si tu l'as fait en juillet, t'arrives quand même toi aussi à une période où physiquement ton corps est peut-être plus habitué à chercher un peu de soleil quand même malgré tout après une saison, donc c'est vrai que ton corps aussi attend peut-être un peu plus de soleil à ce moment-là et te taper de la pluie sur le moral ça... c'est ça, moi j'avoue que je suis rentré en étant un peu c'était bien mais j'aurais bien aimé un peu me réénergiser quoi. Ouais tu vois c'est pour ça moi je pense que ce genre de pays avec ce climat là je me demande s'il faut pas y aller au moment où le climat est le plus représentatif quoi. Aller en Irlande en octobre, alors oui tu vas te prendre plein de pluie mais à quelque part c'est et qu'il n'y ait pas trop de décalage avec ton climat. C'est ça, je me demande si c'est pas le mieux en fait, tu vois, ce genre de pays, d'aller les faire au moment où... Mais encore une fois, après, ça retire rien à... Moi, j'ai un fait pour les pays du Royaume-Uni et de l'Irlande, pour les gens, pour l'accent, pour même l'architecture. Il y a un truc que j'aime bien, je me sens bien, mais c'était un peu trop, au bout d'un moment. Ouais, je comprends. La destination de rêve, pour terminer, on fait encore une longue émission, Raphaël. Dès qu'on se met à parler de voyage ou de région, on fait long. Mais la destination de rêve, bon là, on va moins être long parce qu'on les connaît pas. Mais laquelle t'aimerais bien mettre dans ta to-do la prochaine ?
Alors j'ai une égalité que j'arrive pas à départager, mais que je pense je finirai par départager de fait et par des choix personnels. C'est le Vietnam et l'Iran. En plus, ça n'a rien à voir, comme ça c'est bien. C'est voilà, le Vietnam, parce que j'ai un délire un peu chelou autour des guerres d'Indochine et du Vietnam. Ce sont deux guerres qui m'ont passionné, et tout ce qu'il y a autour de ces guerres, et notamment tout l'aspect cinéma, m'a toujours passionné. Et bref, j'ai lu beaucoup de choses dessus, j'ai vu beaucoup de choses, et du coup j'ai envie de découvrir le Vietnam. Je te blâmerai pas, hein, j'ai fait un détour de 3 heures de train pour aller à Hiroshima voir le dôme de la bombe A, donc... Ouais, non, mais bon, voilà. Et l'Iran, l'Iran, parce que c'est une civilisation, la civilisation perse et l'Iran, Persépolis, tout ça, enfin, un peu... Ayant un peu des acquaintances avec des études d'histoire, c'est une civilisation dont que j'ai un peu étudié, dont j'ai toujours entendu parler, et qui m'attire énormément, et... Ça a l'air superbe. Voilà, et ça a l'air super beau. Je connais une personne qui y allait, qui m'en a dit beaucoup de bien. Donc c'est vrai que ça me tente un peu. Après, la situation, ça fait partie de ces pays dont on parlait tout à l'heure, où tu te poses quelques questions avant d'y aller, quoi. C'est sûr. Selon les humeurs de Donald Trump, ça peut être... Ça peut être un pays un peu dangereux. Mais oui, non, c'est deux très belles destinations, et je pourrais pas te donner de conseils puisque je ne les connais pas non plus. Moi, j'en ai deux aussi. Alors, dans ce cas-là, si on a le droit d'en avoir deux, j'aurai une mention. Je sais pas si t'en as fait une des deux. Alors, la première, si vraiment on dit destination de rêve, la prochaine où j'aimerais aller, c'est la Grèce. Parce qu'il y a toute la partie historique, évidemment, Athènes, etc. Et en même temps, tu as aussi toute la partie avec les îles, les Cyclades, la mer, les paysages superbes, le Péloponnèse, Olympie. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de trucs à voir. La bouffe, et la nourriture, j'aime bien tout ce qui est méditerranéen. Donc, pour bien faire dans le cliché. Voilà, donc ça me tente bien. Donc à la fois l'historique, et je voudrais essayer de réussir à me détendre, tu vois, dans la partie île et Cyclades et tout ça, et aussi de faire de l'historique. Je vais essayer de marier les deux maintenant que je commence à appréhender les deux facettes du voyage. Mais la Grèce me tente énormément. C'est vraiment le truc le plus en haut de ma to-do. Maintenant que j'ai fait le Japon, c'est la Grèce qui est juste derrière. Tu peux revenir un peu plus proche, quoi. C'est ça. Et juste en mention, le deuxième, et là c'est comme le Japon, c'est-à-dire que j'ai pas de truc particulier avec ce pays. Enfin, il y a rien de... J'ai pas une passion particulièrement liée, mais c'est un pays qui attise énormément ma curiosité et que j'aimerais bien visiter pour observer, comme je l'ai fait au Japon, c'est la Russie. Voilà. J'ai envie d'aller... En fait, c'est comme le Japon, c'est-à-dire que je connais pas du tout. On en parle beaucoup et j'aimerais bien y aller et voir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je sais même pas encore où ou quoi, mais j'ai envie de voir. J'ai envie de voir la Russie. Donc c'est pareil. Là c'est vraiment au stade. Autant la Grèce, je me figure un peu ce que je ferais, autant la Russie pas, mais il y a une vraie curiosité. Ouais, surtout que la Russie, t'as le choix entre te contenter, on va dire, des deux villes un peu occidentales, Moscou, Saint-Pétersbourg, et faire ça un peu. Ou te dire je fais vraiment la Russie et tu fais cette partie-là, mais tu vas même jusqu'à l'autre bout du pays et enfin oui, clairement t'as des possibilités assez importantes. Non, voilà, donc c'est les deux. Un petit quiz, Raphaël. Allez. Alors quiz, c'est simple, il y a deux top 10, donc je vais te faire deviner deux top 10. On a fait du tourisme, donc quel est le top 10 en 2018, c'est les stats de 2018 sur Wikipédia, le top 10 des pays qui accueillent le plus de touristes étrangers dans le monde. Donc, en top 10 voilà, c'est que les touristes de l'étranger qui viennent, pas leurs touristes internes forcément. La France, dans les 10 est en 1, avec, pour donner le chiffre, on accueille 89,3 millions de touristes par an. L'Espagne en 2, bien joué. Italie dans les 10. L'Italie est 5e. États-Unis en 3. Le 4e est peut-être un peu plus surprenant parce qu'ils ont pas... Ça n'a pas une réputation de pays très touristique. L'Allemagne peut-être dans les 10 ? Alors l'Allemagne est dans les 10, ils sont 8e. Je crois que tu as fait le tour des pays européens. Il en reste un qui est plus tout à fait européen. Oula. Le Royaume-Uni ? Le Royaume-Uni est 10e. Voilà. J'étais en train de me dire, mais qui est parti comme ça voilà. Le Royaume-Uni, ils sont 10e. Donc là, Australie ? Non, pas l'Australie. C'est trop loin. La Chine est 4e. Derrière les États-Unis. Donc juste au pied du podium. Donc tu as France, Espagne, USA, Chine, Italie. Ça, c'est le top 5. Ouais. Tu as donné l'Allemagne en 8, le Royaume-Uni en 10. Donc il t'en manque 3. Et il y en a un... il y en a sur tous les continents quasiment. Donc il n'y en a plus en Europe en tout cas.
D'accord, il n'y en a plus en Europe. Et ben, est-ce que tu n'aurais pas le Japon encore? Non. Non. J'étais étonné, je pensais qu'il serait plus haut, mais non. L'Afrique du Sud? Non. L'Égypte? Non. Il y en a un que j'ai cité, où je suis allé. Ah, Thaïlande? La Thaïlande, ouais, 9e. Thaïlande, 9e, ok. Donc il te manque le 6e et le 7e. Il y en a un en Amérique du Sud ou pas? Il y en a un qui est sur le continent américain. Alors je sais pas si c'est Mexique. Ouais, le Mexique. J'allais dire, c'est Amérique centrale, c'est pas Amérique Ouais, du ouais. Sud, si je dis pas de bêtises, j'hésitais. Et il y en a un qui est aux portes de l'Europe. Je me demande si tu m'as pas dit qu'il avait une frontière avec l'Ouzbékistan. Je suis plus sûr. Porte de l'Europe. J'ai mal suivi ton cours de géographie de tout à l'heure. Non, bah attends, porte de l'Europe. Ah, je sais pas. C'est la Turquie Ah, la Turquie, bah oui. qui est D'accord. 6e. Ouais. Et alors, après ce top 10 là, l'autre, c'est celui des sites touristiques les plus visités au monde selon TripAdvisor. Oh purée, ça c'est moins facile, je pense. Pas forcément, il y a des très très évidents. Tour Eiffel. Alors, la Tour Eiffel est 5e. Colisée. Le Colisée est numéro 1, 7 millions de visiteurs par an. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est un peu... Quand on disait qu'il y avait du monde, il y a du monde. Ouais. La Grande Muraille de Chine, du coup, comme il y a la Chine? Non. Non. J'étais étonné. Alors, honnêtement, je te donnerais les 3-4 derniers parce qu'ils sont introuvables. Je trouve qu'ils sont très très what the fuck. Mais La Sagrada Familia en Espagne. Bien vu, ouais. Ils sont 6e. La Sagrada Familia est 6e. T'as donné la Tour Eiffel, t'as donné le Colisée. Il y en a encore un à Paris et un à Rome que t'as pas. À Paris, le Louvre. Le Louvre est 2e au monde derrière le Colisée. Le numéro 3 est du côté de Rome aussi. Pompéi. Non. Ah, dans Rome. Bah, officiellement, c'est pas Rome. Ah. Bah, qu'est-ce qui est collé à Rome mais qui officiellement est un État séparé. Le Vatican. Le Vatican est 3e, ouais. Le Vatican est 3e. Il y en a un à New York, le 4e. L'Empire. Non, j'étais étonné, je pensais que Times l'Empire Square, serait du au-dessus. coup, Non. Avec la dame qui a le bras levé. Ah, la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté. Donc le top, c'est Colisée, Louvre, Vatican, Statue de la Liberté, Tour Eiffel, Sagrada Familia. Derrière, il y a le French Quarter à la Nouvelle-Orléans. D'accord. J'ai très étonné. La Maison d'Anne Frank à Amsterdam. La Tour Willis à Chicago. Et le dernier, le 10e, c'est la Place Saint-Marc à Venise. D'accord. Alors après c'est des données TripAdvisor donc je sais pas comment elles ont été collectées. Voilà, je tiens à le préciser. Voilà donc pour les 10 pays et les 10 monuments. Bon, on a fait le tour de nos voyages, Raphaël. On va se quitter on va quitter le thème sur un petit jingle et se retrouver pour les faut-il des auditeurs. Et voilà. Donc avant de m'initier à la cérémonie du thé en compagnie de Mayumi, qui sera mon hôte ici à Kyoto. C'est le Japon des arts ancestraux, des traditions perpétuées, de la spiritualité que je vous propose de découvrir cette semaine. Soyez les bienvenus au Japon éternel. Bienvenue dans mes échappées belles. Un extrait donc de l'émission Échappée belle sur France 5, une très bonne émission d'ailleurs qui donne souvent des bonnes idées de voyage aussi du côté du monde entier. Je suis tellement jaloux de ces journalistes voyage qui font des trucs incroyables. Je vais peut-être me rebifurquer vers ça à un moment. On en parlait, on se disait on va peut-être se créer un podcast voyage sinon. On va faire ça. Bon, allez. On va peut-être faire ça aussi. Les faut-il des auditeurs, bon, on le dit, vous pouvez encore en mettre sur iTunes et sur Twitter en prévision de la saison 2. Là, c'est une émission enregistrée, donc on n'a pas vos derniers faut-il, mais n'hésitez pas à continuer à en mettre pour nous donner des idées pour les prochaines émissions. Raphaël, on va donc tranquillement se diriger vers les recommandations. Christophe Ondelat, on a trouvé un truc en lien indirect avec l'émission. Ouais, c'est ça. Alors, ce n'est pas un fait d'entrée d'accusé. Non, c'est un Ondelat raconte. Et ben, c'est l'histoire de Issei Sagawa, le japonais cannibale. Alors on a pris la nationalité japonaise comme ça faisait un peu voyager. Hein. Bah ouais, c'est ça. On a dit il faut on cherchait un truc en thème avec l'émission. On a dit le mot Japon dans l'émission, donc ça passe.
Ça passe. Je vous fais le petit synopsis, comme on dit. Donc, en juin 1981, Issei Sagawa, un étudiant japonais, a tué, découpé et commencé à manger son amie Renée, une étudiante hollandaise. Donc, comme ça, en plus, on a 2 nationalités entremêlées et le tout en France. Première destination touristique mondiale, c'est pas mal. Voilà. Donc, dans le 16e arrondissement de Paris, et puis ce jeune homme se fait arrêter, et puis on vous laisse découvrir la suite. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Les détails sont assez dingues. Hein. Son histoire est assez dingue. Franchement, c'est... Oui, et puis il y a des allers-retours entre le Paris et le Japon en plus dans cette émission. Donc c'est dans le thème. Issei Sagawa, c'est un On de la raconte, et Raphaël vous mettra le lien dans les recommandations. Les recommandations globales, Raphaël, je te laisse commencer. Alors, j'ai une série documentaire d'Arte qui s'appelle À pleines dents, avec Gérard Depardieu en personnage principal, comme on va dire. Ça va manger du fromage. Le monstre sacré et gourmand Gérard Depardieu qui en fait accompagne un de ses amis qui est chef à la découverte du patrimoine culinaire dans la première saison européen, et dans la saison 2 de mémoire ils vont au Maroc. Donc c'est disponible sur Dailymotion. On vous donnera le lien. Je sais pas pourquoi sur Dailymotion, mais enfin bref, peu importe. Voilà, donc c'est parce que je trouve que ça fait aussi partie du voyage, découvrir la gastronomie étrangère. Pour moi, c'est quand même tout un pan du voyage à chaque fois. Donc voilà, là c'est sympa, c'est avec Gérard Depardieu qui bouffe et qui dit « Oh, c'est génial, c'est génial ». Enfin bref, on voyage tout en s'amusant bien. Bon, et bien Gérard Depardieu, donc pour voyager, là on est dans du qualitatif, c'est bien, on a un monument du cinéma français et du voyage. En parlant de monument français, moi j'ai une recommandation, c'est un bouquin qui s'appelle Les étrangers sont nuls, puisque là je voulais être dans le thème, c'est un bouquin de Pierre Desproges, et donc c'est évidemment très drôle. Si ça s'appelle Les étrangers sont nuls, c'est tout simplement parce que ce sont des petits textes sur les gens de toutes les nationalités. Donc tu as un texte sur les Belges, un texte sur les Espagnols, un texte sur les Islandais, enfin voilà. Je vous lis un passage par exemple. Il y a 2 sortes de Belges, les Wallons qui sont assez proches de l'homme et les Flamands qui sont assez proches de la Hollande. À partir de là, vous avez l'ambiance générale, c'est évidemment à prendre au 24e degré, ça s'appelle Les étrangers sont nuls par Pierre Desproges, et je pourrais recommander du Desproges évidemment toutes les semaines, puisque c'est le plus grand être humain ayant jamais vécu sur cette planète à peu près, à peu de choses près. Voilà donc pour les recommandations. C'est comme ça, Raphaël, qu'on termine la première saison de Channel Random. Ben oui, c'est vrai, du coup, Je savais pas qu'on dirait première saison, tu vois, quand on a même commencé, on en a fait 10 déjà, ça fait déjà une saison. On dit que ça fait une saison parce qu'il y a des vacances scolaires qui arrivent. Voilà, oui. Et puis il y a des séries comme ça qui commencent par des saisons de 4-5 épisodes et qui font des saisons plus longues après aussi. Ça peut arriver. Ouais, ça commence comme ça, donc on va profiter de ça. On l'a déjà dit dans une émission précédente, on ne sait pas exactement sous quelle forme ça va reprendre à la rentrée, c'est encore en développement, mais je pense qu'on va quand même faire de notre mieux pour être là sous une forme ou une autre, parce que ça nous a plutôt bien plu de faire tout ça. On va essayer de faire le plein de sujets. On l'a dit, n'hésitez pas, même pendant les vacances, le compte Twitter c'est @crandompod, c'est la même adresse sur Facebook, vous pouvez aussi mettre dans les commentaires sur Facebook si vous avez des idées. Et puis on va essayer de regrouper des idées. On en a quand même pas mal, Raphaël, déjà. Ouais, il y en a quelques-unes en stock là déjà pour la rentrée. Je vais teaser un peu, attends, je vais regarder dans le fichier, on a quoi ? On a du Faut-il regarder Top Chef, Faut-il en finir avec Star Wars, Peut-on faire n'importe quoi avec la bouffe, Faut-il vivre en ville ou à la campagne, Faut-il regarder les 60 heures du Seigneur des Anneaux, ce qui donne à peu près une idée de ce qu'on aime dans le film. Faut-il regarder des mauvais films, faut-il regarder la télé, faut-il regarder des films de sport. Donc on a pas mal d'idées. Ça fait quoi, une petite dizaine qu'on a sous le nez, mais il en faut plus, donc n'hésitez pas à en envoyer si vous voulez qu'on soit là plus souvent. On va voir encore une fois sous quelle forme on fait tout ça, mais ça a été un vrai plaisir. Ça a commencé pendant le confinement et puis finalement ça a continué. Ça pourrait continuer un petit peu. Bon, merci encore à toi, Raphaël, parce que merci à toi aussi. On a monté ça un peu comme ça. C'est honnêtement, moi qui suranalyse tout, c'était quand même assez inédit de monter ça en une semaine en disant bon allez, vas-y, la semaine prochaine on enregistre un truc. Donc voilà, des fois les choses les plus spontanées sont les meilleures. Donc on est parti là-dessus, on s'est bien amusé, on espère que ça va continuer et on vous remercie de nous suivre. Vous êtes plus nombreux chaque semaine, donc on vous remercie énormément. Merci beaucoup encore une fois, Raphaël, et je te dis bonnes vacances alors. Et de même, écoute, profite bien. Merci beaucoup, à toi aussi, plein de beaux voyages. Bon, même si... Mais alors attention, d'ailleurs, petite précision avant de partir, on a fait une émission sur les voyages à l'étranger parce qu'on a déjà parlé de la France, mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas voyager en France non plus. Oui, totalement. Je précise qu'on nous dise pas ça quand même. Et on va découvrir plein de belles choses en France cette année principalement. Merci encore, Raphaël, merci à tous, et on vous dit à la rentrée. Très bon été à tous. Ciao, ciao.